Est-ce que vous connaissez le point commun entre le cortisol, les œstrogènes, la testostérone ou encore l'insuline? Eh bien, toutes ces substances sont des hormones. Et le fonctionnement des hormones, c'est un peu comme un orchestre. Le concert des hormones rythme notre existence. Mais attention, en cas de fausse note, le résultat peut être dramatique. Bonjour et bienvenue dans PUMS. Bonjour Guillaume. Bonjour Boris. Vous êtes professeur d'endocrinologie, et j'ai bien dit endocrinologie et pas endocrinologie. Parfois on vous appelle les endocrinologues, mais vous n'allez pas endoctriner ceux qui nous regardent. Hein. Tout à fait. On va endocriner ceux qui nous regardent. Bonjour Fidéline. Bonjour Boris. Vous êtes également médecin endocrinologue et spécialiste notamment du dosage des hormones. Alors aujourd'hui, on entend le mot hormone à toutes les sauces. Hein, on voit régulièrement dans des magazines grand public des promesses, par exemple les hormones du bonheur. Quand on parle d'hormones, arrêtez de vous gâcher la vie avec vos hormones. Les hormones font prendre du poids, font perdre du poids, elles nous fatiguent. Bref, c'est ce qui conditionnerait toute notre vie. Et on a confirmé ce qui est marqué ici par de vrais témoignages. Écoutez ce que pensent certains d'entre vous sur les hormones. Quelque chose qui est lié au féminin. Je sais que tout le monde a des hormones, mais c'est vrai que le mot hormone, ça me fait penser aux pilules des jeunes filles et des femmes. Les hormones, ça peut faire grossir et changer d'humeur. Moi, les hormones, ça me fait penser à la sexualité. Je crois qu'en été, les hormones, ça monte. C'est pour ça qu'on est plus excité. Soit on mange trop ou on ne mange pas assez. Alors voilà. Voilà, donc beaucoup d'idées reçues. On va essayer de les casser, de démêler le vrai du faux. Dans cette émission, on va aussi faire le point sur les fameux perturbateurs endocriniens qui nous entourent. Et on verra quand est-ce qu'il faut suspecter un problème hormonal. Alors, on va commencer tout de suite par expliquer le fonctionnement de ces fameuses hormones. On va revenir à la racine, à l'origine du mot hormone pour bien comprendre. Le terme hormone, ça vient d'un mot grec qui signifie mettre en mouvement. Alors, quel rapport entre hormone et le mouvement, Fidéline? En fait, une hormone, c'est une substance qui est fabriquée par un organe spécialisé qu'on appelle une glande endocrine. Et cette glande va sécréter l'hormone directement dans la circulation sanguine, ce qui va lui permettre d'atteindre sa cible. Et sa cible, qu'est-ce que c'est? C'est un autre organe dont elle va modifier le fonctionnement, soit en le stimulant, soit en l'inhibant. Donc elle va bouger via la circulation sanguine, c'est bien cela, hein? Exactement. On va donner une image. Alors, c'est peut-être un petit peu simpliste, mais je pense que ça va éclairer beaucoup d'entre nous. Voici une lettre. Cette lettre, eh bien, c'est moi qui l'ai fabriquée. C'est un peu moi, la glande, je suis l'émetteur. Cette lettre, je vais la faire passer par la circulation sanguine jusqu'à un organe récepteur, c'est Fidéline. Je suis le récepteur. Et là, vous êtes le récepteur et vous avez là un message que vous allez regarder. Qu'est-ce qui a marqué ici? Alors, attention, montrez à Alain. Voilà, marquer un panier. Donc vous avez un ordre, et cet ordre, vous allez l'accomplir. Bon, là, on n'a pas été très sympa. Vous devez envoyer cette balle dans ce saladier. Pas gagné. C'est pas gagné, mais allez-y. Bon, presque. Vous avez accompli l'ordre de l'hormone. Bon, alors, normalement, l'ordre est bien transmis, et voilà. Donc le signal est bien arrivé. On va prendre un exemple avec un organe que l'on connaît bien, la thyroïde, par exemple. Alors la thyroïde, c'est une glande qui est située à la base du cou et elle sécrète une hormone qu'on appelle la T4. Cette T4, en fait, elle va être d'abord convertie en une autre hormone, la T3, et c'est cette hormone, en fait, qui va aller agir donc via la circulation sanguine sur différents organes cibles. Et donc, par exemple, on peut prendre l'intestin où elle va réguler le transit, du coup. Et donc, quand on est en hypothyroïdie, en fait, le transit est ralenti, donc on a tendance à être constipé. Et au contraire, quand on est en hyperthyroïdie, le transit s'accélère, ça peut aller jusqu'à la diarrhée. Toutes les personnes, en fait, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, peuvent présenter une hyperthyroïdie ou une hypothyroïdie.
Après, on sait que la prévalence de l'hypothyroïdie, elle est un peu plus importante chez les femmes, et en particulier plutôt dans la deuxième partie de la vie. Alors, je ne sais pas quel âge elle avait, mais je regardais la plus célèbre hypothyroïdienne. Vous la connaissez ? Non, ils ne la connaissent pas. Vous allez apprendre quelque chose. C'est la Joconde. Alors, on a emprunté le tableau de la Joconde au Louvre juste pour cette émission. Je vais le poser et on va le voir sur une image, c'est plus prudent. Et effectivement, quand on regarde bien la Joconde, eh bien, on trouve quelques signes. En tout cas, c'est ce que certains médecins ont supposé. Mandip Mehra, professeur à la Harvard Medical School, notamment lui et d'autres, ont pensé que la Joconde pouvait être atteinte d'hypothyroïdie avec la peau jaunâtre, une peau légèrement gonflée avec des paupières, vous voyez ici, infiltrées, un peu épaisses. On voit également la rareté de l'implantation capillaire là, au niveau des cheveux, la rareté des sourcils et puis une grosseur là qui pourrait être un goitre, c'est-à-dire une thyroïde augmentée de volume. Alors, ça, on l'a montré parce que c'était une pathologie fréquente et puis que cet élément historique qui est intéressant. Il y a d'autres pathologies plus rares qui sont importants à diagnostiquer parce que leur traitement est très efficace et peut-être pas toujours bien diagnostiqué. Tout à fait. C'est quand même assez difficile de repérer des maladies rares dans la population générale. Le médecin traitant ne va pas en premier lieu penser à un diagnostic de maladie rare quand il a affaire à un patient. Alors, il y a un exemple. Une de ces pathologies rares, c'est l'acromégalie. Et ça, elle est à la fois très facile à détecter à l'œil nu et puis en même temps, on va voir que ce n'est pas si facile. Décrivez-nous là, c'est cette même femme qui a évolué, je ne sais pas combien il y a d'années, si 11 ans plus tard, avant, après. Il y a l'acromégalie en rapport avec une tumeur hypophysaire qui produit un excès d'hormone de croissance. Et cette hormone de croissance en excès va avoir comme action de stimuler la croissance des os et donc épaissir les traits du visage. Et il va y avoir typiquement dans cette maladie un élargissement des mains et des pieds, d'où le terme acromégalie, élargissement des extrémités. Donc voilà, la taille de bague va changer, la taille de la pointure va changer. Alors qu'on est à l'âge adulte. Alors regardez, vous avez parlé de déformation du visage et des os. Il y a cette image d'un célèbre catcheur qui était atteint d'acromégalie avec un prognathisme, avec cette bouche en avant et un épaississement global du visage. C'est une maladie qui est très rare et qui est parfois difficile à diagnostiquer, alors que pourtant on a l'impression que l'aspect est typique. On va comprendre pourquoi en écoutant ce témoignage incroyable d'Anne-Sophie Pigré. On la regarde. L'absence progressive de mes règles a été la première anomalie. Ensuite, j'ai eu de l'acné, des problèmes de sommeil, des maux de tête, une prise de poids, des changements de pointure de chaussures, une grande fatigue et des douleurs articulaires. La liste est très longue et pendant 4 ans, j'ai consulté de nombreux spécialistes, podologues, gynécologues, cardiologues, mais personne n'a fait le lien en fait entre tous ces symptômes différents. C'est une endocrinologue qui a posé le diagnostic et m'a accompagnée pendant la durée de ma maladie. Alors, est-ce qu'on aurait pu s'en rendre plus tôt, Guillaume ? Alors, s'en rendre compte plus tôt, c'est pas évident à 2 titres. La première, encore une fois, c'est qu'on est dans le registre de maladies rares. On ne pense pas, si une jeune femme vient avec un arrêt des règles, une aménorrhée, on ne pense pas d'emblée, a priori, à l'acromégalie. Ce n'est pas le premier diagnostic qui vient à l'idée. Il en est de même pour la plupart des signes. Et puis, chez cette personne, on va dire que les manifestations cliniques ne sont pas aussi caricaturales que celles qu'on a pu voir sur la célèbre photo du catcheur qui a inspiré le personnage Shrek dans le dessin animé éponyme. Alors notre corps contient beaucoup de glandes. Comment on reconnaît qu'un organe a une activité de glande endocrine, donc de production d'hormones ? Une glande, c'est un organe dont la fonction principale est la production d'hormones, la fonction endocrine. Maintenant, si on y regarde d'un petit peu plus près, les choses ne sont pas aussi tranchées puisque beaucoup de tissus, même peut-être tous, ont une activité de production hormonale, même si ce ne sont pas à proprement parler des glandes. Par exemple, le tissu adipeux, la graisse sous la peau, produit des hormones. Il en est de même pour l'intestin, l'estomac, le placenta pendant la grossesse.
tous ces organes qui ne sont pas étiquetés comme glandes endocrines ont une activité endocrine qui est essentielle au bon fonctionnement du corps. Il y a même le rein qui contient une activité de glande endocrine, puisque le rein produit la fameuse érythropoïétine. C'est une hormone qui stimule la fabrication des globules rouges par la moelle osseuse. C'est la fameuse EPO qui a fait souvent les gros titres des journaux en tant que produit dopant. Donc c'est encore là une hormone. Tout à fait. Et probablement que la plupart des tissus produisent des substances qu'on peut qualifier qui ont une action hormonale. C'est vraisemblable. Alors, on ne va pas compter toutes les glandes endocrines. Mieux vaut s'attarder sur les principales. On va regarder sur ce schéma et vous allez rapidement nous décrire les principales glandes de la tête aux pieds. Alors, si on commence depuis le sommet de la tête, on va d'abord croiser l'hypophyse, qui est à la base du crâne et qui fait à peu près la taille d'un petit pois. Un petit pois. Oui, un petit pois. Quelques millimètres, à peine 1 centimètre. Et elle fait quoi cette hypophyse en un mot ? Eh bien, c'est un peu la tour de contrôle du corps en termes de fonction hormonale, puisqu'elle va commander un certain nombre d'autres glandes. Elle va les réguler. Une tour de contrôle. Je vais la mettre dans le panier et ça rebondit. Ensuite, à côté, une glande pinéale. Alors, la glande pinéale, sa fonction endocrine n'est pas du tout évidente. C'est en fait une structure anatomique qu'on appelle glande pinéale, mais qui ne fait pas partie des glandes classiques. On peut parler quand même de la production éventuellement de certains produits. La mélatonine. Comme la mélatonine au niveau de cette région du cerveau, mais je ne pense pas que ce soit à proprement parler une glande. Alors, la thyroïde et la parathyroïde, ça c'est au niveau du cou. Voilà, on est un petit peu descendu. La thyroïde, elle est sous l'action de l'hypophyse directement, qui régule sa fonction. Et les parathyroïdes sont des petites glandes autour de la thyroïde qui régulent le calcium. Alors, je peux descendre encore un petit peu peut-être. Allons-y. On va croiser le pancréas ensuite, qui est, comme tout le monde le sait, à l'origine de la sécrétion de l'insuline, qui est essentielle notamment dans le diabète. Il y a aussi au-dessus des reins des glandes qu'on appelle les glandes surrénales, et un peu plus bas, les gonades, donc les ovaires et les testicules, qui ont une fonction endocrine de production des hormones sexuelles, c'est-à-dire la testostérone chez l'homme et les oestrogènes chez la femme. Et, on avait remarqué à gauche, c'est la femme, à droite, c'est l'homme. Voilà, et ces gonades ont aussi une fonction dite exocrine, c'est-à-dire qu'en plus de la production de ces hormones sexuelles, elles produisent aussi les gamètes, donc les ovules pour la femme et les spermatozoïdes chez l'homme. Je voudrais revenir sur ce petit pois, ou plutôt l'hypophyse fidéline. Vous nous avez dit qu'elle était en quelque sorte la tour de contrôle, je crois que c'est le terme, ou chef d'orchestre. Elle agit sur l'ensemble des glandes, c'est ça ? Sur la grande majorité des glandes, effectivement. En fait, elles sécrètent des hormones qui vont à leur tour en fait, venir stimuler ou certaines glandes de l'organisme, la plupart en fait, la thyroïde, les glandes surrénales, les ovaires et les testicules. Guillaume, dites-nous, vous nous avez montré les surrénales, et ça c'est beaucoup moins connu du grand public. Alors les surrénales, ce sont des glandes qui produisent 3 classes d'hormones. D'abord ce qu'on appelle les glucocorticoïdes, dont l'hormone principale est le cortisol. Produisent aussi les minéralocorticoïdes, le représentant principal est l'aldostérone. Et enfin, elles produisent des catécholamines, l'adrénaline et la noradrénaline. Alors à quoi servent ces hormones ? Le cortisol et les catécholamines sont principalement des hormones de stress. Donc dès qu'on est stressé, on va sécréter beaucoup de ces hormones et c'est ce qui nous permet de faire face à très courte échéance à un stress. Ces hormones, notamment le cortisol, sont impliquées dans un nombre incroyable de fonctions. Il n'y a pas une cellule du corps qui n'a pas un récepteur au cortisol et au glucocorticoïde et qui n'ait une action. Et vous le savez très bien, quand on prend des corticoïdes, c'est une action sur le corps en entier. Pour ce qui est de l'aldostérone, sa fonction est essentielle pour réguler les mouvements de sel et derrière d'eau, l'équilibre au niveau du corps en termes de composition en sel et en eau. Sel, S-E-L, pas les sels. Tout à fait. D'accord, donc c'est l'eau, sodium. le sodium. Voilà. Il fallait le préciser. Alors, il y a une autre glande qui est peu connue, qu'on a mentionnée tout à l'heure, c'était la parathyroïde, située, para, ça veut dire juste à côté de la thyroïde. C'est quoi son rôle ? Et les glandes parathyroïdes servent à réguler le calcium. Et le calcium est important, enfin il est même vital pour le fonctionnement de l'organisme, puisque le calcium a d'innombrables fonctions dans les cellules, par exemple la contraction des muscles, les transmissions d'informations au niveau des neurones, et puis d'une façon générale, toute la signalisation dans les cellules implique
la voie du calcium pour des transmissions de signaux très spécifiques dans chaque cellule du corps. Donc le calcium est vraiment essentiel au fonctionnement du corps. Alors, dans quelques minutes, on vous donnera plein de conseils pratiques pour savoir quand il faut suspecter un problème hormonal et comment faire en pratique pour le diagnostiquer et le traiter. On va aussi vous dire comment prendre soin de vos hormones. Et ça commence par le fait d'éviter les perturbateurs endocriniens. On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour, professeur Barouki. Bonjour. Vous êtes médecin, biochimiste, toxicologue, et vous êtes particulièrement au fait sur ce sujet des perturbateurs endocriniens. Alors, on l'a vu, le balai des hormones est très coordonné, mais parfois, il y a des éléments indésirables qui entrent dans la danse et qui vont perturber donc, ce système endocrinien. Et donc, on les appelle les perturbateurs endocriniens. Depuis leur découverte, on en parle de plus en plus. Alors dites-nous, Robert, comment on a découvert ces perturbateurs endocriniens ? Eh bien, ça a commencé par une observation dans des écosystèmes. Et l'histoire dit que c'est des observations dans des lacs de Floride, particulièrement contaminés par des DDT, des PCB, enfin toutes sortes de contaminants. Et un collègue à l'époque, Lou Guillette, sa spécialité, c'était d'aller observer les appareils reproducteurs des alligators. Des alligators. Des alligators. Et il a observé que plus le lac était contaminé, moins ces organes reproducteurs étaient grands, donc plus ils étaient petits. Et donc c'était les premières. Et comme le système reproducteur, comme on l'a vu tout à l'heure, est très dépendant des hormones, on s'est dit peut-être quand même qu'il y a un effet de ces contaminants dans le lac et le fait qu'il y ait une perturbation hormonale qui entraîne un appareil reproducteur moins fonctionnel. Alors on parle de substances, mais de quelles molécules s'agit-il exactement ? Alors en général, parmi les perturbateurs endocriniens les plus connus, si vous voulez, c'est dans la famille des pesticides, les insecticides, ce type de famille, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Les autres exemples, c'est plutôt dans le domaine des plastiques. Le bisphénol A, on a beaucoup entendu parler du bisphénol A présent à l'époque dans les biberons de bébés, maintenant ce n'est plus le cas. Et puis vous en avez un peu partout, il y a des substances qui sont des retardateurs de flamme, c'est-à-dire qui empêchent un ordinateur de prendre feu par exemple. Donc on met ce type de substances et ils ont une activité de perturbation endocrinienne. Les plus problématiques actuellement sur lesquelles on se penche beaucoup, ce sont des substances qu'on appelle les perfluorés. Alors ça paraît un grand terme, les perfluorés, mais c'est ce qu'on utilise dans les poils qui n'attachent pas, les Tefal. Alors, vous nous parlez des produits du quotidien. Venez avec moi, Robert. On va commenter ces produits qui contiendraient des perturbateurs endocriniens. Je retrouve ici la poêle anti-adhésive, par exemple. Elle contient quoi, cette poêle ? Alors, c'est des substances perfluorées. Et le problème de ces substances, c'est qu'elles ne se dégradent pas facilement. On ne sait pas les éliminer. Et donc, quand on est contaminé par ces substances, elles restent très longtemps. Alors, il ne faut pas croire que parce qu'on a cuit une fois dans une plaque Tefal, ça y est, on est condamné, on est contaminé. Ça, c'est une des sources de ces perfluorés. Malgré tout, il faut faire attention et en termes de santé publique, il faut faire de la prévention et éviter ce type de poêle. Alors, il y a d'autres exemples ici, des lingettes de salle de bain, il y a du maquillage. Tout cela est riche en perturbateurs endocriniens. Eh oui, la cosmétique en général est riche en substances, soit odorantes, soit des conservateurs de toutes sortes. Certains ont des propriétés de perturbation endocrinienne. On finit par les identifier, on finit par les éliminer, par les réduire. Et maintenant, il y a un effort qui est réel dans le domaine de la cosmétique pour diminuer ce type de substances dans les cosmétiques. Donc il y a la cosmétique, ça ne se mange ou pas. Mais ça peut être déjà potentiellement dangereux si on dépasse l'exposition tolérée, c'est ça ? Bien sûr, mais l'idéal, c'est d'avoir des cosmétiques qui n'en contiennent pas, et ça existe, et donc il faut bien regarder ce qu'on achète. Mais ça ne se mange pas, mais ça se met sur la peau, et la peau, c'est quand même un organe où on peut y avoir du transport. Les substances certaines passent au travers de la peau et finissent par contaminer le reste de l'organisme. Si vous vous intéressez à la peau, eh ben, je vous recommande de regarder notre émission justement sur le fonctionnement de la peau. Et on parle notamment des cosmétiques avec pas mal de conseils pratiques pour une bonne santé. On a parlé de ce qui ne se mange pas, mais il y a aussi ce qui se mange. Alors on vous a amené là un pommier traité. Et là, vous nous dites attention. Alors là, je vous dis tout à fait attention. Une pomme elle est belle, comme ça, la pomme. Elle est superbe, on a envie de croquer, je peux vous le dire. Mais attention quand même, parce que une pomme en moyenne, enfin quand ce n'est pas, disons, du bio,
Une pomme reçoit une vingtaine de traitements voilà, pendant une 20 traitements. Il y a des traces d'une vingtaine, très très faibles. Mais quand même. Ça ne sent pas. Hein. Mais quand même, pas du tout, ça ne sent pas. Et c'est très très joli. C'est parce qu'on veut des pommes absolument parfaites esthétiquement, pas nécessairement parfaites sur le plan gustatif, mais enfin parfaites qu'on met toutes ces substances. Certaines de ces substances peuvent avoir un effet. En plus, il y en a plusieurs. Donc, attention au mélange de substances. Mais on peut produire aussi des pommes tout à fait bien sans utiliser des pesticides. Donc, faire attention aussi à ce qu'on mange. Et là, parce qu'on c'est ingéré et ça peut passer ensuite dans l'organisme et avoir cet effet perturbateur. Alors, il y a autre chose qui est assez inquiétant. On entend parler des perturbateurs endocriniens, des jouets pour enfants. Alors, on imagine un enfant à proximité qui peut lécher son jouet. Il y a vraiment danger ? Ça dépend, qu'est-ce qu'on met. Ce sont souvent des jouets en plastique. Donc, vous savez, on revient à des jouets en bois actuellement, hein, donc, dans certaines situations. Là, ce sont des jouets en plastique. Le plastique, les plastifiants, eh bien, il y a toute une histoire de perturbateurs endocriniens dans les plastifiants. Ils peuvent passer si on les lèche, si on les mange. D'ailleurs, l'enfant est particulièrement à risque parce qu'il met beaucoup de choses dans la bouche. Et donc, ces choses-là, ils peuvent contenir des substances. Donc, il faut ensuite regarder en quoi sont fabriqués ces jouets et faire attention s'il y a par exemple du bisphénol A dedans ou des phtalates. Ce sont des composés qui sont des perturbateurs endocriniens. Alors, on donnera dans quelques instants des conseils très pratiques. Venez, on va s'asseoir parce qu'on va essayer de comprendre finalement de quelle manière tous ces produits interfèrent avec notre système hormonal. Eh bien, vous avez tout à l'heure pris l'exemple de la lettre. Hein. Vous étiez l'émetteur, vous avez écrit un message. S'il y a une substance qui est perturbatrice, elle a pu vous perturber et vous avez écrit un mauvais message. On peut ensuite, vous l'avez donné à un transporteur. Et ce transporteur, s'il est perturbé, il peut envoyer le message au mauvais endroit. Et puis, il y a donc Fidéline qui était la réceptrice et donc qui peut, parce qu'elle est perturbée par quelqu'un d'autre, mal lire le message. Et du coup, au lieu de mettre la balle dans le panier, elle le met à côté. Eh bien voilà, donc Fidéline, tout à l'heure, vous aviez une perturbation endocrinienne. Vous savez, les hormones, c'est des messagers, comme on a dit, donc c'est de la communication. Et les perturbateurs endocriniens, c'est en fait une manière de perturber la communication avec toute une série de conséquences qui viennent après. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué d'établir la preuve qu'un produit est un perturbateur endocrinien. C'est difficile parce que les conditions sont multiples. Il faut que ça perturbe le système hormonal, il faut que ça donne une toxicité, c'est-à-dire un cancer, prouver que cette substance est à l'origine d'une maladie. Et deuxièmement, le plus difficile, c'est de montrer que c'est en perturbant les hormones que ça va entraîner cette maladie. Donc les conditions réglementaires sont assez lourdes. Et puis il y a une autre question qui est particulièrement compliquée, c'est le temps. C'est le temps, parce que ce n'est pas parce que la veille, on a été contaminé par un perturbateur endocrinien qu'on va avoir un problème le lendemain. Souvent, la distance, le temps entre la contamination et l'effet clinique qui apparaît, c'est parfois des années, c'est parfois des dizaines d'années. Donc, notamment la période fœtale, hein, pendant la grossesse, on est particulièrement sensible aux perturbateurs endocriniens, mais l'effet se manifeste des années après. Et donc, c'est difficile d'établir ce lien. Donc, c'est pour ça que la problématique du temps est particulièrement importante. C'est pas comme une allergie où vous prenez un produit, vous faites une réaction allergique. Absolument. Vous savez qu'il y a un lien entre l'allergie, la réaction et le produit. Absolument. Là, c'est sur des années. Vous parlez de la vie fœtale. Oui. Il y a un exemple assez typique, mais là aussi, hein, ça a mis du temps à se documenter. C'est l'exemple du distilbène. Hein. Ben exactement, c'est peut-être l'exemple le plus typique, c'est malheureux, c'est la tragédie du distilbène. Une femme, pendant sa grossesse, qui est traitée par ce médicament, bon, à la fin de la grossesse, elle arrête. Il ne se passe rien au début, l'enfant naît, plutôt les choses vont bien, la maman n'a pas de problème particulier. À 20 ans, si c'est une fille, vont apparaître, enfin, augmentation du risque, hein, ce n'est pas une nécessité, apparaître des cancers gynécologiques qui n'existent quasiment pas à 20 ans. Donc, on se demande quel est le problème. Donc, 20 ans plus tard, apparaît la manifestation clinique d'une exposition qui a eu lieu pendant la grossesse. D'où, ça illustre bien la difficulté. Et puis, plus récemment, on a vu des mélanges de perturbateurs endocriniens. C'est une étude européenne qui a été faite récemment avec la participation d'une collègue à côté, Barbara Domenex, où là, ils ont établi une relation entre un mélange de perturbateurs endocriniens et des problèmes de développement
neurocognitif de l'enfant, c'est-à-dire la mémoire est un peu moins bonne, le QI peut être un peu moins bon, le comportement de l'enfant est moins bon. Et ça, c'est un domaine qui est très étudié actuellement. C'est ce qu'on appelle... L'effet cocktail, hein, c'est ça? Exactement. Alors l'effet cocktail, malheureusement, ce n'est pas aussi sympathique que les cocktails qu'on connaît. L'effet cocktail, c'est-à-dire quand on mélange plusieurs produits, eh bien l'effet final peut être plus grave que chaque substance prise individuellement. Mais alors, quand on vous écoute, il y a énormément de produits qui sont incriminés. On a vu ici à peu près tout ce qu'on a dans notre vie quotidienne. Est-ce qu'il faudrait interdire davantage ces substances, au moins par précaution? Essayez de nous rassurer un peu. Eh bien, non, mais il y a des études qui sont faites et qui montrent que certains produits ne sont pas bons. Et donc, dans ces conditions-là, effectivement, il faut soit les interdire, soit restreindre leur utilisation. S'ils ne sont pas bons pour les enfants, ben, on va les restreindre dans les jouets. Par exemple. Alors, il faut améliorer le système réglementaire. Petit à petit, il s'améliore. Il ne faut pas non plus penser que les choses vont très très mal. Il s'améliore. On a de nouveaux tests. On teste de nouvelles choses. Et on essaye de faire en sorte de protéger mieux la population de ces produits. Maintenant, on commence aussi dès le départ. L'idéal, c'est dès le départ, quand on fabrique quelque chose, un produit, c'est d'essayer de savoir si à terme, il peut être ou pas toxique. Et là, la recherche avance pas mal dans ce domaine. Alors concrètement, aujourd'hui, on disait qu'on donnerait des conseils pratiques. Comment on peut faire pour se protéger contre les perturbateurs endocriniens? Eh bien, il y a certains qui sont relativement connus. Par exemple, si on peut avoir une alimentation la plus pauvre possible en pesticides, c'est plutôt mieux, même si tous les pesticides ne sont pas incriminés, mais souvent on ne le sait pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on mange. Donc ça, c'est une manière d'améliorer les choses. On sait aussi que certains légumes sont plus ou moins contaminés par les pesticides, donc on peut aller privilégier certains légumes. Dans les cosmétiques, il y a un choix à faire entre des cosmétiques qui sont sans perturbateurs endocriniens. Donc il y a toute une série d'efforts qui sont faits, et puis on peut lister des sites qui sont, par exemple, Santé publique France a un site qui s'appelle les 1000 premiers jours. On peut aller consulter. C'est relativement clair ce qu'on peut donner à bébé, ce qu'on peut faire dans la chambre. Est-ce qu'il faut faire de la peinture? Surtout pas avant que bébé arrive, etc., etc. Il y a toute une série de conseils très pratiques que vous pouvez utiliser. Alors vous parlez justement des aliments, des fruits et légumes. Alors pour ne pas inquiéter tout le monde, hein, tous les fruits et légumes ne sont pas tous aussi contaminés et contaminants. Hein. On sait que la pomme, effectivement, vous l'avez dit, c'est un des fruits qui est les plus traités. Donc là aussi, hein, il y a des informations assez claires qui sont données sur des sites d'autorité pour nous dire voilà, quels fruits vaut mieux consommer non traités et puis quels sont ceux qui finalement posent peu de problèmes. Et puis parfois, il faut éplucher les fruits. Enfin, il y a un minimum de... Il ne faut pas non plus... Les fruits et légumes, alors c'est un très bon exemple parce qu'il y a des bienfaits nutritionnels. Donc, quand on mange une pomme, il y a un bienfait lié au fait qu'on mange des fruits et légumes. Donc, il faut continuer à manger des fruits et légumes. On a ce problème des pesticides. Il faut trouver le bon équilibre, c'est-à-dire plutôt les fruits et légumes les moins riches en pesticides. Mais il faut continuer à manger des fruits et légumes, bien entendu. Alors, vous avez mentionné les 1000 premiers jours avec des recommandations spécifiques parce qu'il faut faire particulièrement attention à ce moment de la vie et à d'autres périodes. Il y a des périodes critiques qu'on appelle des périodes de vulnérabilité. L'organisme est particulièrement vulnérable. Si on est exposé au bisphénol A, un perturbateur endocrinien pendant la vie fœtale, ce n'est pas du tout la même chose que si on est exposé quand on est un adulte. Ce n'est pas le même effet. Pourquoi la vie fœtale, les organes se mettent en place? C'est une période de fragilité, c'est une maison qui se construit. Elle est plus fragile pendant cette période-là. Donc, il faut faire particulièrement, je dirais, attention à cette période-là. Et puis, les 3 premières années de l'enfance se mettent en place beaucoup de choses au niveau notamment du système nerveux. Et là aussi, c'est une période de fragilité pour laquelle il faut faire particulièrement attention. Donc, cela dit, les papas aussi doivent faire attention parce qu'on commence à penser que dans la période avant la conception de l'enfant, il y a certaines expositions des pères qui peuvent être néfastes. Donc, en gros, maman, papa et enfant doivent être ensemble et faire attention à ce qu'ils consomment ou à leur comportement. Merci beaucoup Robert d'avoir été avec nous. Merci pour tous ces conseils concernant les perturbateurs endocriniens. On va encore vous donner des conseils pratiques pour surveiller votre corps et mieux gérer vos hormones. Alors les hormones, on l'a vu, sont très nombreuses et les troubles hormonaux le sont encore plus. Alors en pratique, Guillaume, dites-nous, qu'est-ce qui doit nous alerter vers un problème hormonal?
Il y a un certain nombre de signes qui vont nous orienter vers un problème hormonal qui seront, on va dire, propres à chaque anomalie hormonale. On peut difficilement définir des signes génériques. Et on peut prendre quelques exemples. Si par exemple il y a une perte de poids, une accélération du transit, un peu de nervosité et de la chaleur, on pensera à une hyperthyroïdie. Si il y a une prise de poids au contraire, par exemple. Alors dans le contexte de la prise de poids, parce que c'est ça qui souvent les gens nous disent j'ai pris du poids, ce sont mes hormones. Alors dans ce contexte, c'est vrai qu'un certain nombre de pathologies hormonales peuvent induire une prise de poids, mais finalement, le plus souvent, il n'y a pas d'anomalie hormonale retrouvée chez quelqu'un qui prend du poids. Alors vous, Fidéline, qui êtes habituée à avoir des dosages sanguins, est-ce que vous avez la pression d'amis, peut-être, qui vous disent « Ah, tu sais, j'ai pris du poids, tu pourrais me doser des hormones pour voir si ce n'est pas ça la cause de ma prise de poids ». Vous leur répondez quoi ? Alors c'est très fréquent, déjà, ça c'est une première chose. Même au sein même du laboratoire d'hormonologie, beaucoup de techniciennes se font régulièrement prélever un bilan hormonal quand elles prennent du poids. Et en fait, la réponse, elle est assez simple. C'est qu'en dehors, globalement, peut-être d'un dosage de TSH qui peut se faire assez facilement et qui, parfois, c'est vrai qu'on peut dire que l'hypothyroïdie, les signes ne sont pas toujours très spécifiques. Mais sinon, il n'y a pas de raison, en fait, en cas de prise de poids isolée, de faire des bilans hormonaux. Voilà, donc pas de bilan hormonaux systématique quand on prend du poids. Il y a d'autres situations où il faut faire un bilan. Par exemple, quand on a des troubles des règles pour les femmes. Voilà, donc ça c'est un exemple. Effectivement, si une jeune femme a des troubles des règles, si elle commence à avoir une pilosité qui apparaît. Il y a encore une situation aussi qui justifie d'une exploration hormonale, c'est la situation des malaises non expliqués. Les patients vont volontiers à ce moment-là voir un cardiologue, vont voir un neurologue. L'endocrinologue fait partie du voyage. Quand on ne comprend pas la cause des malaises, souvent on ne trouve rien, ce qui est rassurant. Mais ça fait partie des situations où on va effectivement faire quelques explorations hormonales. Donc si malaise, en 2 mots, quel type d'hormones on va doser, Fidéline ? Alors on va pouvoir doser les normétanéphrine et les méthanéphrines, c'est déjà ce qu'on fait plutôt dans les urines. Parfois, alors c'est les petites hormones dont on a parlé qui sont sécrétées par la surrénale, par la zone la plus interne de la surrénale. Et en fait, effectivement, ce sont des hormones qui peuvent donner des malaises. Au départ, on a des sueurs, des palpitations, on peut avoir une hypertension artérielle. Et donc c'est vrai que c'est des hormones à doser en fait, dans le cadre du bilan de malaise. Et c'est assez dingue parce que finalement, on voit que tous les symptômes de la vie peuvent être d'origine hormonale, mais on ne va pas doser les hormones à chaque fois qu'on a un symptôme. Ce que vous nous dites, c'est quand il y a un regroupement de symptômes assez particuliers que le médecin va reconnaître et rassembler, que les dosages hormonaux vont être lancés. Mettons de côté les situations où on a donc des symptômes, tout ce qu'on a vu, les images typiques d'acromégalie. Est-ce qu'il y a des situations où, en dehors de tout symptôme, il faut faire des dosages hormonaux ? En clair, est-ce que, comme souvent en médecine, il y a des dépistages systématiques ? Alors, il n'y en a pas beaucoup. Mais il faut savoir qu'à la naissance, en fait, on recherche systématiquement donc, chez le nouveau-né la présence d'une hypothyroïdie et d'une maladie qui s'appelle le bloc en 21-hydroxylase, qui donne une insuffisance surrénalienne. Donc 2 pathologies, je vous coupe parce qu'il faut bien comprendre. Vous nous dites que c'est systématique. L'hypothyroïdie, on en a parlé dans une autre émission de PUMS, c'est cette maladie qui, quand elle n'est pas dépistée, traitée, donne ce qu'on appelait le crétinisme. Exactement. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'on dépiste systématiquement à la naissance l'hypothyroïdie. Oui, tous les nouveau-nés ont un bilan AJ3 et donc, quand ils viennent de naître. Et en fait, ça fait partie des maladies qui sont dépistées systématiquement. Et le bloc, donc, une maladie surrénalienne qui est vraiment très péjorative dans les premiers jours de vie. Alors, qui n'est pas très fréquente, mais voilà, qui justifie en fait qu'on la dépiste parce que si on la diagnostique, on va pouvoir traiter tout de suite le bébé et éviter du coup qu'il finisse en réanimation. D'autres dosages hormonaux systématiques ? Alors, pas grand-chose. Éventuellement, maintenant, certains recommandent de faire quand même un dosage systématique de TSH en début de grossesse. Donc pour la thyroïde ? Oui. Toujours pour la thyroïde. Et bien sûr, chez les patients qui sont à risque de développer un diabète de type 2, alors ce n'est pas une hormone, mais on va doser la glycémie, qui va finalement être un reflet indirect d'un dysfonctionnement de l'insuline. Donc pas de dosage systématique. Vous n'avez pas mentionné la ménopause.
À la ménopause, pas de dosage pour savoir si on est ménopausé, si on n'est pas ménopausé? Alors normalement, il n'y a pas besoin de faire de dosage pour savoir si on est ménopausé. Hein. Finalement, c'est l'absence de règles prolongées qui va poser le diagnostic de ménopause. Maintenant, c'est vrai que les femmes en général se sentent un peu moins bien à cette période de leur vie et donc se voient souvent prescrire des bilans à ce moment-là. Et ça peut arriver qu'on diagnostique fortuitement une hypothyroïdie, par exemple, à cette occasion. Mais tant que la TSH est normale, donc le bilan thyroïdien est normal, il n'y a pas de raison de penser que les symptômes de la patiente sont liés à un problème thyroïdien. Alors, on a vu qu'un certain nombre de femmes vont se faire prescrire quand même un bilan parce qu'elles ont des symptômes. Quittons cette situation particulière de la ménopause. Guillaume, qu'est-ce que vous dites à un patient, une patiente qui vous dit, voilà, je suis fatiguée, je suis sûr que c'est hormonal? Alors, c'est une situation relativement fréquente. Je pense que la première chose, c'est d'écouter la personne, d'entendre, au-delà de la fatigue, quels sont les autres signes. Il faut examiner la personne. On a vu l'importance d'être raisonnable dans la prescription. Oui, parce qu'on a vu qu'on pourrait tout doser. Voilà, et de rester raisonnable par rapport à la fois à la gravité des signes et aux signes d'appel qu'on a réussi à collecter par l'examen clinique. Et je pense qu'il est extrêmement important à ce moment, avant même d'avoir les résultats, d'avertir le patient ou la patiente que les résultats risquent d'être normaux. Et que si les résultats sont normaux, ça n'est pas une mauvaise nouvelle, au contraire, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve, par exemple, pour la question de la fatigue ou de la question de la prise de poids, on se retrouve dans la situation un peu de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire que dans la question qui dépasse le champ, à mon avis, de la médecine, qui est celui de l'équilibre de la vie. Et donc, dans ce cas-là, donner des conseils, parce que ça ne suffit pas de dire « vous n'avez rien, débrouillez-vous ». On va accompagner évidemment le patient, la patiente pour réduire ces symptômes. Alors, il y a des médicaments, des compléments alimentaires qui, eux, ont des effets hormonaux et que l'on prend parfois sans être malade. Je vais vous demander de nous dire si c'est justifié ou non. Par exemple, la mélatonine contre le jet lag. Alors, c'est une hormone qui semble avoir une action dans la modulation du sommeil. Est-ce que l'action est intense? Est-ce que l'action est systématique chez tout le monde? Je pense que c'est toujours un sujet de recherche. Est-ce que c'est dangereux de prendre la mélatonine à des doses prescrites? Je n'ai pas connaissance, moi, de dangers rapportés liés à des prises. Donc voilà, quant aux bénéfices, il me semble aussi qu'il peut être présent chez certaines personnes, mais probablement que pour certaines personnes, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Donc on peut essayer. Hein. Voilà, mais il ne faut pas négliger, là encore, ça fait partie de l'écoute dont je parlais tout à l'heure, il ne faut pas négliger les autres causes de troubles du sommeil, par exemple les apnées du sommeil ou l'anxiété ou la dépression, voilà, d'autres causes qui sont très fréquentes et qui nécessitent une prise en charge spécifique. Alors, une autre question souvent, c'est l'andropause. Est-ce que prendre de la testostérone, on ne parle pas des maladies, mais l'andropause, la majorité des hommes vont entrer dans ce qu'on appelle, entre guillemets, l'andropause. Je ne sais pas si c'est encore bien défini aujourd'hui. En tout cas, la testostérone baisse avec l'âge. Est-ce qu'on peut recommander, à un certain âge, de prendre de la testostérone? Je pense que le terme d'andropause est probablement pas très heureux parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais, la production de testostérone chez l'homme. Simplement, avec l'âge, elle baisse. On ne sait pas si cette baisse est, on va dire, pathologique et on ne peut pas dire à quel niveau elle le devient. On a clairement des patients qui, à un âge avancé, vont avoir une atteinte, par exemple, des testicules. Ils vont avoir un cancer, on va leur enlever les testicules ou on va leur donner un traitement. Bon, alors eux, il n'y a aucune discussion sur le fait qu'ils sont en hypogonadisme, c'est-à-dire ils ont perdu la production de testostérone. Ces personnes doivent être supplémentées sous réserve qu'on ne va pas leur faire de mal, parce que je vous rappelle qu'à cet âge-là aussi, il y a une autre glande, cette fois-ci exocrine, qui s'appelle la prostate. Et passé 60 ans, les problèmes prostatiques sont fréquents et avant toute supplémentation, on va se renseigner auprès d'un urologue pour voir si la prostate permet, la situation prostatique est compatible avec la prise de traitement. Par contre, vous dites, je coupe juste pour préciser, le lien entre prostate et hormones, c'est parce que la testostérone peut faciliter le développement de tumeurs prostatiques chez certaines personnes. C'est pour ça qu'on demande l'avis de l'urologue avant tout traitement par testostérone. Tout à fait. Après, il y a la situation commune, on va dire, de la personne qui arrive vers 60 ans avec des troubles des fonctions sexuelles, par exemple des troubles de l'érection, et qui aura fait un dosage hormonal et qui aura vu que son taux est légèrement en dessous de la norme. Alors, est-ce qu'il faut supplémenter cette personne? Il y a plusieurs choses à dire. C'est que de loin, le premier déterminant de la fonction sexuelle, ce n'est pas le taux de testostérone quand il est un tout petit peu abaissé, c'est la condition physique.
C'est-à-dire ne pas être en surpoids et être habitué à être entraîné physiquement, c'est de loin le premier déterminant de la fonction sexuelle. Donc, ce que vous nous dites là, c'est que même si on a un taux de testostérone un peu bas et qu'on a des difficultés sexuelles, votre traitement, c'est d'abord l'activité physique avant la testostérone. Tout à fait. Et qui plus est, la fonction sexuelle, par exemple l'érection, est maintenue même avec des taux de testostérone qui ne sont pas majeurs. C'est-à-dire que quand on a des insuffisances partielles chez une personne jeune et en bonne santé, il y a toujours des érections. La libido, le désir sexuel va diminuer. Mais voilà, la fonction érectile, motif de consultation fréquent, est finalement assez peu ou assez rarement liée à un manque de testostérone, contrairement à ce qui est... Voilà. Donc, ce n'est pas un traitement miracle. Dernière question, Fidéline. Les hormones thyroïdiennes, on a vu que quand on est en hyperthyroïdie, on va perdre du poids. Bah, voilà. Est-ce que prendre des hormones thyroïdiennes pour perdre du poids quand on a quelques kilos ou quand on souffre d'obésité? Alors c'est une très mauvaise idée, parce que justement, si on prend des potions qui contiennent des hormones thyroïdiennes, bah, on se retrouve en hyperthyroïdie. On a vu que la thyroïde, elle jouait quand même sur plein d'organes dans l'organisme, et en particulier, en fait, ça va pouvoir induire des troubles du rythme cardiaque. Donc voilà, c'est dangereux, et donc c'est vraiment interdit de prescrire des potions qui contiennent des hormones thyroïdiennes pour maigrir. Le message est très clair. Bon, Guillaume, je vais vous dire la vérité, on a entendu votre téléphone portable sonner. Je crois que vous êtes attendu. Donc, on va en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous. Merci. Merci, Fidéline. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous avez plein d'autres émissions à regarder, de l'info, des conseils pratiques. N'oubliez pas, l'info santé, ce n'est pas une info comme les autres.